Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur CCTV Français pour cette nouvelle édition de notre journal. À la une, Zhou Qiang, président de la Cour populaire suprême, et Cao Tianming, procureur général du parquet populaire suprême, ont publié leur rapport de travail devant les députés de l'Assemblée populaire nationale. Ils expliquent que le pays a maintenu une forte pression contre la corruption et promettent de continuer la lutte contre les menaces sécuritaires. L'année 2015 a été la plus fructueuse dans la lutte contre la corruption. 22 anciens dirigeants de niveau ministériel et au-delà, dont l'ancien membre du comité permanent du bureau politique du comité central du Parti communiste chinois, Zhou Yongkrong, ont été jugés en 2015. Les cours populaires à tous les niveaux ont conclu 34 000 procès impliquant 49 000 personnes. Parmi les accusés, 134 anciens responsables de niveau préfectoral ou au-delà. Et nous avons amélioré le processus judiciaire contre les responsables corrompus qui ont fui la Chine. Tout cela selon la loi. Et nous avons pris une part active dans la recherche des fugitifs et dans le recouvrement des biens détournés. Les organes du parquet ont mis en lumière les grands cas d'enquête et de condamnation. 41 ex-responsables au niveau ministériel et au-delà ont fait l'objet d'une enquête selon les principes légaux. Le pays a adopté sa première loi sur la sécurité nationale et contre le terrorisme. Le système judiciaire promet aussi une offensive contre les menaces à la sécurité de l'État. L'an dernier, les tribunaux chinois ont condamné 1419 personnes pour crimes contre la sécurité de l'État, accusés pour 1084 d'entre eux d'activités terroristes ou sécessionnistes. Le président de la Cour suprême, Zhou Qiang, promet dans son rapport que les tribunaux vont appliquer les lois sur la sécurité de l'État et contre le terrorisme et punir sévèrement les terroristes et les séparatistes. Par ailleurs, la Chine a fait l'expérience de juridictions transrégionales afin de réduire les interférences avec des projets pilotes de parquets à Beijing et Shanghai. Ils ont traité un nombre de crimes transrégionaux ainsi que des infractions à la législation sur les aliments et les médicaments, la propriété intellectuelle et les affaires maritimes. Les autorités judiciaires veulent édifier un mécanisme dynamique, transparent et proche du peuple dans les réformes à venir. La Chine mène plusieurs réformes du système judiciaire depuis 2014 afin de créer un système de cour de justice socialiste. La réforme vise à créer un système avec plus d'indépendance et moins d'influence des autorités locales. Des cours de justice interrégionales ont été mises en place à Shanghai et à Beijing afin de réduire ces interférences pour les cas administratifs. Poursuivre l'administration en justice est chose ardue en Chine, non seulement pour le plaignant, mais également pour la cour en charge de l'affaire. Les contentieux administratifs sont généralement examinés par un tribunal local. Or, le manque d'indépendance de la juridiction par rapport à la division administrative signifie souvent que les autorités locales chercheront à intervenir dans le déroulement du procès. Selon les chiffres officiels, entamer une procédure contre l'administration peut être extrêmement difficile. Seulement un tiers de ces affaires est accepté par les tribunaux. Moins de 30% de ces cas seront finalement traités. Le reste des appels est soit rejeté, soit retiré. Ces chiffres sont dus à l'intervention des gouvernements locaux. Afin de surmonter ces obstacles, un programme d'essai de tribunaux interrégionaux a été mis en place à Beijing et à Shanghai fin 2014. La troisième cour intermédiaire du peuple de Shanghai est compétente pour les litiges impliquant le district de Shanghai ou toute autorité locale en tant que défendeur. Nous examinons des cas interrégionaux qui sont susceptibles d'être influencés par les autorités locales et qui sont importants. Cela inclut des affaires environnementales interrégionales, des cas de sécurité sanitaire, de faillite des entreprises ou de manquements graves aux obligations. En 2015, 242 des 6 syndicats administratifs ont désigné un corps administratif de Shanghai comme défendeur. L'année précédente, ce nombre était de 13 seulement. Les autorités espèrent que ce changement va pousser les départements administratifs à plus de rigueur et de légalité dans le traitement de leurs missions. Selon la plupart des études conduites auprès des citoyens, des entreprises et des juristes, le comportement de l'administration ne satisfait pas aux exigences de légalité et d'efficacité. Les tribunaux interrégionaux en sont encore à l'essai. Une analyse plus poussée est nécessaire afin de déterminer le type de cas qui leur convient.
Le chef de la Cour suprême chinoise Zhou Qiang a déclaré que les tribunaux chinois des différents niveaux avaient en 2015 traité un total d'1,42 million d'affaires liées au prêt privé. Zhou Qiang a ajouté lors de la présentation d'un rapport de travail devant la 3e réunion plénière de la session de l'APN que les affaires portaient sur 820 milliards de yuans, soit 126 milliards de dollars. Il a précisé que les tribunaux faisaient la distinction entre prêt privé et levée de fonds illégale. Les tribunaux ont par ailleurs traité 58 000 affaires de levée de fonds illégale, de fraude financière ou d'autres crimes et ont condamné 72 000 criminels. Les frais d'assurance médicale constituent l'un des grands thèmes abordés par les membres de la conférence consultative politique du peuple chinois. Certains membres proposent d'offrir aux citoyens chinois plus de formules premium, tandis que d'autres suggèrent de laisser les retraités payer leur assurance médicale. Le consensus sur la question semble difficile à atteindre. CCTV s'est rendu sur place pour plus de précisions. Le soutien financier du gouvernement couvre les 3/4 des frais médicaux en Chine. Le Premier ministre Li Keqiang a annoncé que l'État prendra en charge 40 yuans supplémentaires par citoyen cette année. Toutefois, un autre document en circulation indique que les assurés verront également leur contribution augmenter. Tsai Wei, représentant médical de Shanghai, explique que l'augmentation dépendra des conditions régionales de l'assuré. La tendance est à l'augmentation de la contribution des individus. Mais des chiffres plus précis devraient être annoncés en fonction des conditions économiques régionales. La règle de base est que vous payez plus pour recevoir plus. Mais d'autres membres s'expriment en faveur d'un allègement des frais de sécurité sociale. Lors de la 5e session plénière de la 18e conférence du Parti communiste chinois, le comité central a suggéré d'ajuster le mécanisme de collecte des fonds médicaux afin d'assurer sa continuité et les taux de remboursement. Il a également avancé l'idée de laisser les retraités payer des frais d'assurance médicale. Il ne s'agit là que de suggestions. Nous ferons une proposition définitive après étude d'impact et sondage de la population. Le sujet suscite la controverse parmi les assurés et les membres de la CCPPC. Certains estiment qu'une augmentation serait injuste et lui préféreraient une solution qui ferait bénéficier les retraités d'un régime similaire à celui actuellement en place pour les assurés du 3e âge. Ils pourraient ainsi cotiser plus longtemps en amont de leur retraite plutôt que de voir leurs charges s'alourdir. Il s'agit bien de ne pas diminuer les ressources et le niveau de vie des retraités. Nous ne voulons pas affecter la qualité de vie des retraités. La mise en place de cette politique demandera dans un premier temps l'augmentation de la contribution des assurés du 3e âge. Elle est faible à l'heure actuelle. La nouvelle politique de natalité en Chine devrait provoquer un baby-boom qui, à son tour, devrait permettre le développement des services liés à la naissance. Chen Yibing a donné naissance à son 2e enfant il y a 2 semaines. C'est la tradition pour une mère que de se reposer pendant au moins 1 mois après la naissance, les Chinois estimant que la période postnatale est critique pour la santé des femmes. Les grands-parents entrent alors en scène pour aider. Mais Chen a préféré avoir recours à une nourrice. Je dois me réveiller 2 fois la nuit pour nourrir mon bébé. Je ne veux pas épuiser mes parents, ils rentrent malades. Et aussi, je pense qu'une nourrice professionnelle, c'est mieux s'occuper d'un enfant. La nounou prend soin non seulement du bébé, mais aussi de la mère. Elle est payée 12 000 yuans par mois, c'est un salaire d'employé de bureau à Beijing. Chen dit qu'elle est contente de ses services, mais elle pense qu'ils sont trop chers. J'avais pensé la prendre pour 2 mois, mais c'est trop cher. Je ne peux m'offrir ces services que pour 1 mois. Je n'ai pas le choix. Beaucoup de gens ont attendu pour avoir leur bébé cette année, car l'année du singe est meilleure que l'année de la chèvre. La nouvelle politique chinoise a aussi résulté dans la multiplication des naissances. Cette année, c'est de la folie. Il y a une soudaine hausse de la demande. Les réservations sont en hausse de 50%. On en a eu 350 jusqu'à maintenant. On a signé environ 70 contrats la semaine dernière. Les nounous prennent entre 6 et 20 000 yuans par mois. Ce centre prévoit une hausse des salaires de 15% le mois prochain.
J'ai vérifié auprès de mes clients potentiels. Ils sont d'accord pour cette hausse. Je prévois de doubler le nombre de nourrices et d'en employer 1500 cette année pour satisfaire la demande. Mais il n'est pas facile d'en trouver de bonnes. L'Académie chinoise des sciences sociales dit qu'environ 17 millions de bébés naissent tous les ans en Chine. La nouvelle politique pourrait en ajouter 3 millions par an dans les 5 prochaines années. Un enfant coûte en moyenne 60 000 yuan au cours de ses 5 premières années. Cette nouvelle population devrait créer environ 2 000 milliards de yuan de consommation en plus entre 2016 et 2020. Tous les secteurs liés à l'enfance vont connaître une augmentation. Les vêtements, les jouets, l'éducation, les soins postnatals. Ce secteur est largement dominé par les femmes et il risque de pâtir justement des nombreux congés maternité. Mais cela devrait être bon pour l'économie en général. Chen dit que l'embauche d'une nourrice n'est qu'une première étape pour le bébé. Elle va dépenser encore beaucoup plus pour son éducation et prendre un appartement plus grand. Le porte-avions à propulsion nucléaire USS John C. Stennis est arrivé au port de Busan en Corée du Sud pour participer aux exercices militaires en cours entre Séoul et Washington du 7 au 18 mars. Le porte-avions comprend 3 destroyers et un cruiser porteur de missiles guidés. Plus de 17 000 soldats participent à ces grandes manœuvres, les plus importantes de leur histoire. Pyongyang a condamné ce qu'il qualifie de préparatifs pour une invasion. Les médias américains, de leur côté, disent que la RPDC est à la recherche d'un de ces sous-marins portés disparus au large des côtes du pays. Pyongyang a déclaré avoir développé des missiles capables d'être lancés depuis un sous-marin, mais des doutes persistent depuis que des experts occidentaux ont affirmé que les vidéos des essais étaient fausses. La discussion sur une intervention militaire étrangère en Libye pour débarrasser de la présence de l'organisation État islamique s'est intensifiée ces dernières semaines. Voyons comment une action militaire pourrait résoudre la crise dans la nation nord-africaine. L'implantation croissante de l'organisation État islamique en Libye a poussé la communauté internationale à agir. L'Égypte a été la première à lancer des frappes aériennes sur les camps de l'organisation à Sirte l'an dernier. Le Premier ministre italien a démenti que son pays enverrait des soldats en Libye. Mais certains experts disent que l'Europe et les États-Unis s'impliqueront militairement tôt ou tard. En Libye, il y a davantage de djihadistes, de groupes terroristes et de milices qu'en Irak ou en Syrie. Des groupes secrets liés à l'islam politique et à l'organisation État islamique en particulier se sont rapidement développés et sont devenus plus forts, tandis que le gouvernement local a échoué à les contrôler ou à les éradiquer. Les voisins de la Libye sont directement affectés par la radicalisation dans l'État nord-africain. La Tunisie lance une guerre contre les terroristes à sa frontière avec la Libye, tandis que l'Égypte a envoyé de l'aide logistique, militaire et en renseignement à l'armée libyenne. L'Égypte a aussi appelé la communauté internationale à lever l'embargo sur les armes à destination de l'armée libyenne afin de résister à l'armement sophistiqué de l'organisation État islamique. L'intervention ne vise que ses propres intérêts sans prendre en compte la diversité sociologique et sectaire que cela pourra entraîner dans le pays. La situation en Irak éclipse la situation. 12 ans d'intervention étrangère depuis 2003 et pourtant il n'y a pas jusqu'à présent de stabilité militaire en Irak. Les manœuvres militaires Foudre du Nord, qui ont duré un mois et rassemblé 20 pays arabes et musulmans sunnites, se sont terminées cette semaine en Arabie Saoudite. Elles envoient le message que la région dispose d'assez de puissance militaire pour intervenir dans des conflits régionaux lorsqu'il y a nécessité. Des sources ici affirment que la coalition armée arabe est prête à prendre la tête de la coalition internationale pour intervenir en Libye une fois que cette intervention aura été approuvée par le nouveau gouvernement libyen. La chancelière allemande Angela Merkel va affronter son premier test électoral depuis le début de la crise des réfugiés. Son parti, les démocrates chrétiens, a perdu du terrain face à l'extrême droite anti-immigration qui est en tête dans 3 Länder. Plus de 12 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour renouveler 3 nouveaux parlements régionaux dans le sud-ouest. Ces élections sont les plus grandes depuis l'afflux record de réfugiés. Elles sont considérées comme un référendum sur la décision de Merkel d'ouvrir les portes de son pays aux personnes fuyant la guerre.
CCTV s'est rendu en Sachsen-Anhalt où le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne réunit 19% des intentions de vote dans les sondages. Si André Poggenburg remporte une victoire ce dimanche, il aura bouleversé la scène politique allemande. Poggenburg reconnaît volontiers que son parti doit sa popularité actuelle à ses virulentes déclarations anti-réfugiés, mais il souhaiterait obtenir plus que des votes de contestation. Dans beaucoup de domaines, nous sommes le dernier des États allemands. Nous arrivons dernier dans le domaine de la précarité des enfants, dans le domaine de la couverture Internet, dans le domaine du développement économique. Il y a un an, le parti était en pleine déroute, mais il a aujourd'hui de fortes chances de devenir une force politique nationale. Les sondages prévoient que le parti Alternative pour l'Allemagne réalisera des progrès substantiels dans les 3 scrutins qui se tiendront ce dimanche, en particulier ici en Sachsen-Anhalt. En général, les questions locales déterminent ce genre de vote, mais le contexte actuel est exceptionnel. Après l'accueil d'1 million de réfugiés l'année dernière, nombreux sont ceux qui craignent que leur chancelière Angela Merkel n'ait perdu le contrôle de la situation. Il y a peu de chances que sa campagne de dernière minute parvienne à les convaincre du contraire. Toutefois, la crise des réfugiés n'est pas la préoccupation principale de tous les électeurs. Steve Mameke et sa femme Larissa, partisans de l'Union des chrétiens démocrates, estiment que leur qualité de vie a grandement augmenté grâce à Angela Merkel. Les domaines qui me préoccupent dans ces élections sont l'économie, l'éducation et la sécurité intérieure. En tant que père de 2 enfants, j'espère que quelque chose sera également fait pour soutenir les familles. Toutefois, pour ce premier test électoral, les sondages semblent indiquer qu'une grande partie de la population allemande est décidée à sanctionner le parti en place. Première victoire humaine contre le robot joueur de Go. Le Sud-Coréen Lee Sedol, champion du monde de Go, un ancien jeu de plateau chinois, a remporté dimanche sa première victoire face à AlphaGo, un superordinateur développé par Google. C'est sa première victoire sur la machine après 3 échecs lors des premières manches d'une partie historique qui se jouera en 5 manches. Le grand vainqueur du match a déjà été décidé puisque le programme informatique a remporté samedi sa 3e manche consécutive. Mais cette petite victoire n'en serait même pas une puisque des commentateurs parlent de coups douteux dus à des erreurs d'algorithme de la part d'AlphaGo. Affaire à suivre. AlphaGo a adopté des stratégies étranges qui ressemblaient à des erreurs lors de son match avec Lee Sedol. Ces approches se sont par la suite révélées être des étapes vers la victoire. Les joueurs professionnels de Go expliquent que ceci pourrait changer l'histoire de leur jeu. Lors du 2e match opposant l'homme à la machine, AlphaGo a continuellement fait des mouvements imprévus. Jae Ho-leung, secrétaire général de l'association Korea Baduk, explique qu'AlphaGo joue comme un autodidacte et utilise des approches non conventionnelles qui permettent d'enrichir l'horizon des autres. Un joueur professionnel précise que les humains cherchent généralement la perfection durant un match, alors que la machine se concentre exclusivement sur la victoire. Et cela pourrait bien changer pour toujours ce jeu aux 4000 ans d'histoire. Les chercheurs expliquent que contrairement aux machines, les humains se fatiguent. Un homme a des limites. Un homme peut jouer 1000 matchs, tandis qu'un programme de Go peut jouer plusieurs milliers de fois chaque jour. AlphaGo a bénéficié d'innombrables sessions d'entraînement, analysé les séquences de mouvement des humains afin d'acquérir la capacité de les battre. C'est cela même qui fait que certains joueurs disent que la partie n'est pas équitable. Lee Sedol ne peut pas lire dans l'esprit d'AlphaGo et il ne peut donc mettre au point des stratégies adaptées. En d'autres termes, la machine connaissait bien l'homme, mais le joueur humain ne connaissait quasiment rien de son rival. Disposant de sources d'informations virtuellement illimitées, AlphaGo avait donc un nombre infini de maîtres pour le guider. Et pour finir, parlons de protection des animaux. Le guépard est l'animal le plus rapide sur Terre. Il peut atteindre la vitesse de 110 km/h. Hélas, il est aujourd'hui en voie de disparition. Laurie Marker, une femme courageuse de 62 ans qui vit en Namibie depuis 1991,
a consacré toute sa vie à la sauvegarde de cette espèce. Reportage. Zinzi n'est jamais contente de recevoir des visiteurs humains, même quand ces derniers tentent de la pâter avec de généreux morceaux de viande. Elle a été secourue toute petite, alors qu'elle était encore orpheline. Mais lorsqu'elle a été relâchée dans la nature il y a maintenant 5 ans, elle s'est contre toute attente très rapidement réhabituée à son environnement originel. Contrairement aux autres félins, les guépards luttent pour survivre à l'intérieur des parcs et des réserves, loin du milieu naturel sauvage qui leur est devenu hostile. Dans les parcs protégés, en général, le nombre des grands prédateurs est élevé. Et ces prédateurs présentent un risque pour le guépard. Pour les petits, ils peuvent tuer les petits, ils peuvent voler la nourriture du guépard, donc ils perdent la nourriture et ils peuvent perdre leur vie aussi. Moins de 12 000 guépards tentent de survivre dans le monde aujourd'hui. On les retrouve principalement en Afrique, où l'on en recensait près de 100 000 il y a plus d'un siècle. Les braconniers avaient pour habitude de voler leurs petits pour les revendre en tant qu'animaux exotiques, alors que les fermiers les tuaient pour protéger leur bétail. L'américaine Laurie Marker a consacré sa vie entière à la protection de cet animal. Lors de son arrivée en Namibie dans les années 80, elle a reçu un accueil glacial de la part des fermiers du pays. On m'a demandé à l'époque de prendre tous les guépards du pays et de les emmener là où je le voudrais. Et j'ai vite constaté que les gens étaient en fait sincères. Dès que je suis partie à la rencontre des gens sur le terrain, je leur ai rappelé que moi aussi j'avais grandi au sein d'une famille de fermiers. Et j'ai même obtenu mon premier diplôme dans l'agriculture. Je pense que j'ai progressivement évolué pour devenir une personne apportant une valeur ajoutée à l'ensemble des communautés des fermiers. Sa méthode s'est vite révélée populaire chez les fermiers grâce aux chiens de berger d'Anatolie. Ces énormes chiens vivent depuis toujours avec les troupeaux des fermiers, décourageant par leur simple présence tous les prédateurs potentiels. Si les prédateurs s'approchent de trop près du bétail, ils sont capables de les chasser et de les tuer. Mais avec les guépards et les léopards, ils n'ont même pas besoin de les attraper. Leur seule présence suffit à les faire peur. Lorsque des petits orphelins guépards sont livrés à eux-mêmes, le fonds les prend directement en charge. N'ayant pas appris à chasser aux côtés de leur mère, ayant grandi sans la peur de l'homme, le centre d'accueil devient inévitablement leur lieu de refuge permanent. Mais à leur manière, ils sont là pour témoigner du danger, de la disparition qui menace leur espèce. Et c'est sur ce reportage que se termine notre journal. Merci pour votre attention, bonne suite de programme à toutes et à tous sur CCTV Français.